Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans Question d'actu ce soir, nous revenons sur les projections économiques du FMI au Maroc. La mission du Fonds monétaire international qui s'est achevée il y a encore quelques jours dresse le portrait d'une économie marocaine en pleine accélération structurelle, portée par une conjoncture climatique favorable, une gestion budgétaire rigoureuse et des réformes de fond. Dans son dernier rapport, le FMI confirme la solidité de la trajectoire économique marocaine. Inflation maîtrisée, recettes fiscales en hausse, déficit budgétaire en baisse et une croissance robuste. 4,9% en 2025 et une projection identique pour 2026. Le Maroc semble avoir trouvé son rythme de croisière, mais derrière des chiffres macroéconomiques qui semblent solides, les déséquilibres persistent. Si l'inflation est plus ou moins stabilisée en dessous de 1%, la question de l'emploi reste le grand défi structurel à résoudre. Le Fonds monétaire international appelle à de la vigilance, réforme des établissements publics jugés trop lourdes ou peu compétitifs, consolidation budgétaire prudente, dynamisation du secteur privé et correction de l'inadéquation des compétences, autant de dossiers qui détermineront la capacité du pays à transformer la stabilité macroéconomique en emploi durable. Et comment justement transformer cette croissance en opportunité réelle pour la jeunesse? Comment optimiser la performance de nos entreprises publiques? Quelle stratégie pour redresser l'emploi? Et puis, quel bilan peut-on faire de ce rapport? On va en parler ce soir. Nous tenterons de répondre à ces questions avec mes invités ici présents. Monsieur Abdellatif Komat, d'abord, vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Puis à ma gauche, monsieur Abdelali Boutaïba, vous êtes professeur d'économie à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir à vous, merci d'être mon invité ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Et puis, monsieur Youssef Garaoui Filali, vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Un plaisir renouvelé de vous recevoir ce soir. Merci encore, madame, pour l'invitation. Alors, on va parler de ce rapport, du FMI, de ses projections économiques. Je commence avec vous, monsieur Komat. Le FMI donc, table sur une croissance qui devrait se maintenir à 4,9% en 2026. Une croissance qui reste bonne, robuste, mais par rapport aux attentes et aux besoins, on s'attend normalement et on a besoin d'un chiffre qui devrait tourner autour de 6 à 7%. Est-ce qu'on est encore loin des objectifs? En tout cas, on est sur une bonne trajectoire. Vous savez que dans le cadre du nouveau modèle de développement, c'est vrai que l'objectif est justement d'arriver à un taux aux alentours de 6%, mais en même temps sur la durée. C'est très important. Pour créer une réelle dynamique, c'est-à-dire un réel changement. C'est-à-dire pour pouvoir faire face aux défis en termes sociaux, en termes d'emploi, on a besoin d'un taux de croissance soutenu et dans la durabilité, parce qu'effectivement, on a eu dans notre histoire, je dirais, des taux élevés, mais avec une certaine fluctuation. Et la notion de la durabilité est très importante. Alors depuis maintenant, effectivement, 3-4 années, nous sommes sur un taux ascendant. Donc on est passé de 3, 3,5, 4,6, 4,9. Et donc on est en voie ascendante, qui est une très bonne chose, d'autant plus que c'était une période quand même difficile, aussi bien sur le plan international et puis également sur le plan national, essentiellement la question de la sécheresse qui a beaucoup impacté négativement le taux de croissance de notre pays. Et donc pour dire qu'effectivement c'est un taux de croissance qui reste correct, qui reste ascendant, mais la grande question qui se pose au Maroc, au-delà du taux de croissance, c'est la qualité de la croissance. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un taux élevé, mais également un taux ou une croissance inclusive, une croissance qui, je dirais, réduirait les déséquilibres territoriaux, qui créerait des emplois décents. Donc cette question reste posée et bien sûr les réformes que vous avez évoquées devraient justement nous permettre tout d'abord de soutenir la croissance, mais également d'aller vers un développement plus harmonieux, plus équilibré, plus équitable. Et ce sont les grands enjeux, les grandes questions qui restent posées pour notre pays. Nous sommes en tout cas dans une bonne dynamique, une économie marocaine qui reste résiliente au vu de ce qui se passe au niveau international. Monsieur Boutaïba, justement, plusieurs secteurs
porte aujourd'hui cette économie. Donc il y a l'agriculture, il y a la construction, il y a des secteurs des services comme le tourisme. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces secteurs et puis de leur potentiel surtout? Il y a également l'industrie. Il faut en être fier d'avoir un taux de croissance industrielle soutenu il y a pratiquement une vingtaine d'années. C'est très important parce que la base du développement économique, il n'y a pas mieux que la transformation ou l'industrie. Les compléments, bien sûr, c'est le secteur des services comme le tourisme et puis l'agriculture, parce qu'on est obligé d'avoir une sorte de sécurité alimentaire pour pouvoir avoir d'abord la calmie sociale et puis par la suite exporter. C'est le cas d'ailleurs au niveau national. Et là, ces secteurs-là se portent très bien, à l'exception du tourisme, parce qu'à chaque fois, c'est un développement en dents de scie, tout dépend de la conjoncture, et c'est le cas également de l'agriculture, parce que quand il s'agit, comme les 7 dernières années, d'années de sécheresse consécutive, finalement, tout ce qui est agriculture vivrière ou petite agriculture, finalement, malgré les efforts du Maroc vert aujourd'hui, génération verte, on n'a pas pu finalement stopper l'exode rural, on n'a pas pu stopper le taux, comme vous aviez dit, de chômeurs qui ne cesse pas d'augmenter malgré le développement. Et là, je reviens à mon professeur, c'est vrai, un taux de 6-7%, c'est une très bonne chose. Mais quand on voit la structure oligopolistique de l'économie nationale, la croissance ne crée pas l'emploi. Parce qu'à un certain moment, il y avait 24 à 25 000 postes d'emploi créés pour chaque point de croissance du PIB. On va y revenir tout à l'heure. On va en parler justement de ce que chaque point de croissance rapporte en termes d'emploi. Et aujourd'hui, c'est trop peu, n'est-ce pas, M. Garaoui? Tout à fait, exactement. Effectivement, le taux de croissance auparavant était un taux de croissance qui était relativement, je dirais, qualitatif. Avec un taux de croissance, on fait 25 000 postes d'emploi. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile de faire 15 000 postes d'emploi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est sur une économie qui est budgétivore, mais on est sur une économie, malheureusement, qui est basée sur les monopoles. Donc, je ne suis pas à l'aise avec le terme, mais à date d'aujourd'hui, notre économie est une économie de rente parce qu'effectivement, on a 2% des entreprises qui créent de la richesse et qui paient l'essentiel des impôts. Certes, on a un tissu entrepreneurial marocain qui est large, qui couvre 95%, mais il va falloir bien évidemment travailler sur la productivité et le développement de ces PME. Une PME qui ne crée pas de l'emploi, une PME qui ne se développe pas, une PME qui ne fait pas de chiffre d'affaires, c'est une PME qui ne va pas contribuer activement au produit intérieur brut. Donc aujourd'hui, on a un tissu de TPME qui est très large, mais il ne fait pas bouger l'appareil économique. Très large et c'est celui qui emploie le plus. Pardon? C'est celui qui emploie le plus aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, mais on peut faire beaucoup mieux parce qu'au moment où on a chaque année environ 400 000 demandeurs d'emploi, vous avez 200 000 qui proviennent des écoles, des universités supérieures, publiques, privées, et vous avez 200 000 environ personnes qui sont habilitées à travailler. Donc on a 400 000 chaque année. Et puis vous avez des taux de croissance qui restent relativement faibles et qui ne permettent pas de générer 50 000 postes d'emploi. Vous avez l'économie marocaine elle-même n'est pas capable de créer à elle seule 200 000 postes d'emploi par an. Et donc, chaque année, on a un déficit et on ne peut pas absorber les nouveaux demandeurs d'emploi. Plus que ça, donc quand on voit les taux de chômage annoncés par le Haut Commissariat au Plan, on est sur des taux qui sont très élevés. Parce que quand on parle de 13% au niveau national, et si on retient la méthode de calcul qui est suivie par le HCP, vous savez, on compte une personne qui a travaillé 1 heure par jour. Donc, abstraction fait de la méthode et qu'on peut la revoir, la critiquer nous en tant qu'économistes, mais déjà le taux de croissance de 13% en se basant sur cette méthode nous donne un taux de chômage élevé au niveau national. La catégorie des jeunes, on est sur 36%, c'est relativement élevé. Cela veut dire quoi? C'est que sur un foyer marocain, vous avez 3 jeunes, il y a un qui travaille, qui est en activité, vous avez 2 demandeurs d'emploi. C'est très mauvais pour un foyer marocain. Donc, des indicateurs vraiment qui sont très négatifs en termes d'employabilité. Quand vous voyez le taux de chômage auprès des femmes, malgré la croissance qui est positive. Et donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème qualitatif. Nous avons besoin de taux de croissance qui permet de générer de l'emploi, de créer de l'emploi et de faire baisser les taux de chômage au niveau régional, au niveau national, dans la catégorie des femmes, dans la catégorie des jeunes. Pour cela, ce qu'il va falloir faire, c'est de travailler beaucoup plus
la productivité et la rentabilité du tissu entrepreneurial marocain. Ça veut dire quoi? Des entreprises aujourd'hui qui sont compétitives, capables de pénétrer au marché, de travailler avec les GME, les grandes moyennes entreprises, parce que ce que j'observe sur le marché marocain, c'est que vous avez des grandes moyennes entreprises qui ne préfèrent travailler qu'avec des entreprises de grande taille ou carrément des entreprises à l'international. Ou quand on voit de grands projets, la construction de parcs industriels, on ne fait pas confiance aux PME. Mais je vous parle d'une réalité justement, de terrain. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Parce confiance aux qu'il va PME? falloir professionnaliser la PME, hausser son niveau de qualité, lui permettre d'avoir cette expérimentation pour que la PME marocaine, bien évidemment, puisse s'intégrer dans ces chaînes de valeur internationales et accéder au marché, aux grands contrats de travaux, que ce soit public, semi-public ou privé. Donc, M. Komat, pour conclure un petit peu ce que nous expliquait M. Graoui, que vous avez abordé également, ce paradoxe, en tout cas, entre le taux de chômage qui est élevé puis les points de croissance qui restent également positifs, est-ce que finalement c'est l'industrie, c'est le cœur de la bataille, n'est-ce pas, M. Boutaïba? C'est l'industrie qui doit devenir de plus en plus résiliente, on va dire, l'industrie marocaine. En fait, ce sont des mutations qui sont dans un sens normal. Vous savez que si on fait un peu d'histoire économique, on va voir que en fait, les pays actuellement développés sont passés par ces étapes. Parce que, effectivement, des crises nécessaires donc aujourd'hui. C'est-à-dire en termes de structuration de l'économie entre le tertiaire, le service, l'industrie, l'agriculture. Si on voit, en fait, au 19e siècle, par exemple, l'agriculture absorbait l'essentiel de la main-d'œuvre dans les pays actuellement développés. Et progressivement, il y a une intensification, il y a une modernisation, une professionnalisation du secteur agricole, avec une libération de la main-d'œuvre qui a été absorbée par le secteur industriel. Alors, bien sûr, pour cela, il faudrait tout d'abord qu'il y ait un secteur industriel en développement, mais il faudrait qu'il y ait un système d'accompagnement, de formation, de manière à ce que la main-d'œuvre, lorsqu'il est libéré par le secteur agricole, puisse avoir les compétences pour intégrer tout d'abord le service, mais le service décent, le service structuré, ce n'est pas le informel, et puis l'industrie. Ce n'est pas le cas au Maroc. Lorsqu'on a vu l'année d'avant, on a perdu 180 000 emplois au niveau du secteur agricole. Est-ce que ces 180 000 personnes sont habilités éventuellement à intégrer le service structuré et l'industrie? Ce n'est pas le cas parce qu'il y a un problème d'accompagnement et de formation. Alors ça d'une part, mais d'autre part, il faut rappeler qu'effectivement, l'industrie au Maroc se développe. Donc se développe entre 2014 et 2024. Le secteur industriel a doublé en termes de chiffre d'affaires et d'exportation. D'accord ? Par exemple, le secteur aéronautique, il a été multiplié par 3,4 fois. D'accord, il y a certains secteurs comme l'aéronautique, l'automobile, oui, certes, mais il y a d'autres secteurs. Pourquoi j'évoque cela? J'évoque cela parce que ce sont ces industries qui se développent, qui créent le moins d'emplois. D'accord, il y a même une transformation de la structuration du secteur industriel. En fait, classiquement, dans les années 70-80, le secteur industriel était composé essentiellement du textile, du cuir, de l'agroalimentaire, qui sont des industries absorbatrices de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, en fait, on a assisté, il y a 3-4 jours, Sa Majesté a présidé une cérémonie en fait, de lancement d'un projet dans lequel c'est pratiquement 280 millions d'euros pour créer 500 emplois. Vous savez, dans le textile, 280 millions d'euros qu'on va créer d'emplois, c'est des dizaines de milliers d'emplois. Vous voyez, c'est une transformation de l'industrie qui est à haute technologie, mais qui crée moins d'emplois. Qu'est-ce qu'il faudrait? C'est tout d'abord bien sûr équilibré en termes de développement de l'industrie. Et là également, heureusement, au Maroc, bien qu'à un certain moment, on parlait des difficultés de certains secteurs, notamment le textile. Aujourd'hui, il rejaillit, il est en train de regagner sa place. L'agroalimentaire également se développe. Donc un équilibre industriel, mais également en termes d'accompagnement, on fait de la main-d'œuvre pour qu'elle puisse justement intégrer ces dynamiques. Et là, la question de la formation des compétences, vous l'avez évoqué, est une question fondamentale. Peut-être on va y revenir. On va y revenir. On va revenir aussi à cette dépendance qu'on a vis-à-vis de l'importation au lieu de produire au niveau local, ce qui pourrait renforcer notre tissu d'ailleurs industriel. Monsieur Boutaïba, donc le FMI insiste sur le financement des TPME. Pourquoi, selon vous, malgré les mécanismes de garantie, les crédits que les banques octroient, on va dire
des crédits qui sont difficilement accessibles quand même pour les petites entreprises. Est-ce que c'est finalement l'investissement qui est le premier obstacle pour ces TPME qui sont censées être à l'origine du renforcement de ce tissu entrepreneurial puisque... Non, je veux vous choquer, c'est le souci d'être rentable qui finalement bloque tous les petits investissements ou les petits investisseurs au Maroc. Parce que quand on donne un projet, c'est Graoui peut en dire mieux plus que moi, quand on donne un projet à n'importe quel responsable et il est tenu par une rentabilité X, là c'est la logique d'un projet finalement. Et si on a le choix entre petites entreprises, moi je parle en tant que banquier ici, j'ai le choix entre une entreprise solvable, capable de payer ses dettes, une autre entreprise en difficulté, parce que jusqu'à présent, on n'a pas pu développer la notion du capital risque au Maroc. On n'a pas pu finalement... la petite entreprise, soit il part directement il tombe vers l'informel, sinon il est absorbé par les plus grandes. Et là, quand on parle d'absorber, c'est plus le cas parce qu'on n'a pas aujourd'hui pu créer. Mon camarade, il a carrément parlé de monopole. Moi, j'ai parlé d'oligopole, c'est-à-dire une poignée de producteurs. Et là, on peut prendre n'importe quel secteur, et au niveau de la production, de la vente, et malheureusement au niveau de l'achat. On a une structure oligopsone, parce que finalement, il n'y a que quelques acheteurs au niveau national. Cette structure, elle est rentable, il peut même dégager. On a besoin de grandes structures pour faire face à la concurrence internationale. D'ailleurs, c'est ce souci-là d'ouverture du Maroc et d'être toujours compétitif par rapport aux concurrents étrangers qui fait à ce qu'on est focalisé sur la rentabilité. Mais pour la création de valeur, M. Graoui, il faut passer par un investissement et il faut quand même investir en ces petites structures pour qu'elles puissent devenir génératrices aussi d'emplois. Alors, pour le premier volet, on ne peut pas parler d'investissement pour les TPME si les TPME ne pourront pas bénéficier de financement pour faire ces investissements. J'ai vécu ça un petit peu dans le cadre du programme Telaka, mais malheureusement, et je suis tout à fait d'accord avec notre cher monsieur qui l'a évoqué, donc il y a une réticence auprès des banques commerciales. C'est tout à fait normal. Le banquier, c'est un affairiste, il voit le dossier. Si l'entreprise est là de la rentabilité, si le projet ou le dossier il est solide, donc le financement il est octroyé. Donc il n'y a pas cette prise de risque qui permet à des entités qui ont très fort potentiel de croissance, mais qui sont en quelque sorte sur une certaine vulnérabilité financière, de bénéficier de financement et d'investissement. Est-ce que c'est un obstacle? C'est un grand obstacle, le financement. Est-ce que c'est ça qui freine le développement de ce tissu? Et ce n'est pas que le financement qui fait problème. J'explique rapidement. Vous avez le financement, il est essentiel. Parce que pour lancer une petite unité industrielle, vous devez investir. Les machines, le matériel, l'équipement, l'aménagement, vous avez besoin de financement. Mais je l'ai toujours dit aux gens que j'avais accompagnés auparavant, c'est que la problématique au Maroc, ce n'est pas qu'une problématique de financement. Une problématique aussi de marketing, de force de vente, de connaissance du marché, de professionnalisation, parce que s'il y a d'autres entreprises qui arrivent à avoir les bons de commande et les marchés, c'est que certainement vous n'êtes pas compétitifs pour y accéder. On va revenir à la formation. On revient à la formation, qualification éventuellement, qu'a évoqué notre cher professeur Sikomat. Et au-delà de ça, c'est l'ouverture des marchés aussi, parce que quand on a des oligopoles, quand on est sur des marchés monopolisés, quand on a des champions nationaux qui s'accaparent la grande part du marché, ça ne permet pas aux entreprises émergentes d'accéder à ces marchés. Et puis, on a un certain nombre de secteurs ici au Maroc, malheureusement, qui ne sont pas ouverts. Donc, moins de compétitivité, plus de difficultés financières, et tout cela, bien évidemment, ne permet pas au tissu entrepreneurial marocain d'émerger. Donc, on parle environ de 10 000 défaillances par an, mais je sais que réellement, si on prend le secteur de l'informel, qui aujourd'hui, il dépasse les 30% du PIB, on trouvera des chiffres catastrophiques, parce que dans les 10 000, on ne compte que les entreprises droit privé. Ça, d'un autre côté. Alors, sinon, par rapport à votre question qui est liée à la productivité et à la diversification, moi je crois que ce qu'a expliqué notre cher professeur Sikomat est très valable pour la simple raison, c'est qu'effectivement, quand on voit tous les pays qui se sont développés par le passé, c'est des pays qui ont assuré cette transition de l'agriculture vers l'industrie, vers les services, vers le tourisme, etc. Aujourd'hui, au Maroc, pour voir aussi la partie pleine du verre, quand je suis dans le secteur de l'industrie aujourd'hui, vraiment, j'observe une dynamique parce que le Maroc, il tend vers la diversification, c'est extrêmement important. On fait de l'agroalimentaire, l'industrie de l'agriculture, on commence à le faire, ça emploie moins,
mais ça génère plus de productivité. Ça utilise de l'IA et les Cyber Physical Systems. On est passé de l'industrie 4.0 à l'industrie X.0, on parle de la Smart Factory, et ça se reflète dans le secteur de l'aéronautique, ça se reflète dans le secteur de l'automobile. Aujourd'hui, on développe de l'hydrogène vert, coup de pouce le secteur du textile, les industries de transformation, donc une panoplie d'industries aujourd'hui à développer. Mais il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on devrait faire attention. Premièrement, la simplification des procédures administratives aux investisseurs. Je ne vais pas citer les noms, mais il y a des investisseurs qui ont quitté. Parce qu'ils sont venus, des blocages, des problématiques de terrain, pas de titre foncier, etc. Et donc, ils ont dû abandonner le projet. On me l'a dit à Casablanca. 1. 2. L'accès au marché. Ça, c'est très important. Un investisseur, il vient, il veut commercialiser un produit, il faut qu'on lui donne ses chances pour accéder au marché, au bazar, pour fonctionner. C'est important. La majorité des investisseurs étrangers, quand ils viennent au Maroc, il faut le dire en toute sincérité, ils viennent pour réduire les coûts. Donc, ils sont là pour faire de l'export. Le chiffre d'affaires, il est à l'étranger. Mais il y a d'autres qui s'intéressent aux marchés locaux. Il faut qu'on s'ouvre. Troisièmement, la qualification des ressources humaines. Un très grand problème des grands investisseurs. Moi, je vous parle avec ma casquette de professionnel. On veut recruter des profils, on ne trouve pas. On est obligé de prendre des gens et de les envoyer pour un transfert de compétences à l'étranger. L'investisseur, il perd encore 3-4 mois alors qu'il devrait démarrer la production il y a quelques mois auparavant. Donc la qualification des ressources humaines, même dans la catégorie des workers, même les ouvrières, ça pose problème. Quand l'entreprise veut former ses salariés. Des fois, l'entreprise est obligée de le faire parce que quand vous êtes sur des productions digitalisées, à très haute valeur ajoutée, avec des technologies, vous êtes obligé de former les gens. On va rester sur ce point avec M. Comat et revenir donc sur cette formation des lauréats aujourd'hui. Leurs compétences sont-elles aujourd'hui adaptées aux besoins du marché? En fait, la question de la formation, c'est une question récurrente. Depuis plusieurs années, on en parle. Bon, il se trouve que nous sommes dans une dynamique économique qui peut-être aujourd'hui responsabilise davantage les structures de formation. Il faut rappeler que nous avons l'université, bien sûr, nous avons également la formation professionnelle. Ce n'est pas question de responsabilité, mais tout va tellement vite aujourd'hui que même si on ouvre une formation en l'an 2026, d'ici l'année prochaine, on pourrait se retrouver dans de nouvelles attentes du marché. Alors cela me pousse à apporter, je dirais, une autre manière justement d'appréhender la formation. C'est que la formation, à un certain moment, c'était une formation à dominante technique et à dominante métier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Métier et compétences restent valables, mais surtout formé à la capacité d'adaptation. C'est pour ça qu'on parle davantage des soft skills, beaucoup plus que d'une formation technique. Alors les soft skills, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la capacité de s'auto-former, de s'adapter, et ce sont des techniques de formation qui sont innovantes et qui devraient prendre le dessus. Alors peut-être à ce niveau-là, il y a un effort à faire, parce que même l'acte de formation, au-delà, est-ce que le système de formation répond aux besoins? Même le métier de formation est en train d'évoluer. Alors, bien sûr, la question est posée au Maroc. Bon, elle est posée tout d'abord d'une manière structurelle, mais elle est posée parce qu'elle est elle-même en évolution. Même si aujourd'hui, on essaie d'imaginer des solutions, avec le temps, ces solutions, il faut les revoir. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une prise de conscience. Tout d'abord, avec ce qui est survenu comme nouvelles méthodes, nouvelles structures. Aujourd'hui, on parle des CITIE, par exemple des métiers des compétences, qui sont initiés par l'OFPPT et qui sont pratiquement dans les 10 régions. Il y en a qui sont fonctionnels. Alors, quelle est la particularité? C'est qu'en fait, il y a une co-gestion. Il y a une gestion publique et une gestion privée. Et d'ailleurs, en fait, on a beaucoup parlé de l'IMA, qui est l'Institut des métiers de l'aéronautique ces derniers jours, qui aujourd'hui accompagne la dynamique que connaît notre pays en matière d'industrie aéronautique. Alors, dans ces structures, en fait, l'État met en place les moyens, mais c'est le privé qui gère. Et le privé a cette capacité, justement, de s'adapter parce qu'il connaît très bien ses besoins, il connaît le marché. Et donc, moi, je crois qu'il est temps, en fait, aujourd'hui, à ce que, je dirais, la posture de la formation, qu'on puisse l'appréhender autrement. Parce qu'on a beaucoup parlé de réformes, on a beaucoup parlé d'un certain nombre d'actions récurrentes, mais toujours est-il, la question reste très posée. Et il l'est davantage parce que tout le monde est conscient aujourd'hui que le capital du Maroc, c'est essentiellement ses ressources humaines. Le capital humain. On a besoin à ce que
les ressources humaines soient à la hauteur justement de ces projets. Alors on est en train d'évoquer des projets structurants, des grandes entreprises, c'est vrai qu'ils ont les moyens peut-être de former leur personnel, etc. Mais on a le tissu essentiel qui est la PME. Et la PME, il a besoin à ce qu'on l'accompagne. Par exemple, je peux évoquer le système de financement de la formation, qui est une question cruciale depuis des années, parce qu'il y a ce qu'on appelle la taxe de la formation professionnelle qui est prélevée pour justement financer la formation continue à l'intérieur de l'entreprise, mais l'essentiel de ces ressources ne sont pas retournées à l'entreprise. Et donc finalement, l'entreprise, parfois, il abandonne la formation et cela l'empêche justement d'adapter ses compétences par rapport à ses besoins. C'est pour ça que la question de la formation reste une question centrale et c'est un enjeu de grande taille dans cette métamorphose de cette transformation que connaît l'économie de notre pays. Pour rester tout de même sur l'importance du capital humain, il y a un autre souci, c'est la fuite des cerveaux. Et comment retenir les talents dont on a aujourd'hui besoin pour tous les projets structurants qu'on est en train d'entamer et pour la vision 2030-2035 que le Maroc a et son ambition également? Alors, moi, je crois cette question, c'est vrai, on en a également beaucoup parlé. Moi, je crois qu'il est en train d'être atténué. Tout d'abord, on le constate. Nous, en tant qu'université, on le constate dans notre entourage. Le Made in Morocco, il est en train de gagner du terrain. Au niveau de l'attractivité, les jeunes sont intéressés de rester dans leur pays. On le voit. C'est un même pays au niveau... encore fertile, il y a beaucoup de choses à faire, autant investir ici. Maintenant, il faut faire en sorte qu'ils restent dans leur pays, tout d'abord, bien sûr, en leur offrant des conditions de vie, des conditions de travail, de manière à ce qu'ils puissent, je dirais, s'épanouir, travailler, contribuer au développement de leur pays. Alors, la question, elle est posée pour certaines catégories. Elle a toujours été posée pour essentiellement deux catégories, les ingénieurs et les médecins. Les ingénieurs et les médecins. Et il se trouve que ce sont, bien sûr, le Maroc a besoin de toutes ces compétences. Mais sur ces deux justement, profils, l'enjeu est de taille. Parce que ce sont les ingénieurs qui sont la cheville ouvrière de cette dynamique industrielle. Et on a besoin de développer notre industrie. Aujourd'hui, la question de la santé est une question centrale. On est en train de mettre en place l'écosystème de l'État social et, entre guillemets, là où il y a la défaillance aujourd'hui, c'est la ressource humaine. En termes d'infrastructure, on a tout. On est en train de réaménager plus de 800 centres hospitaliers. On est en train de généraliser les centres hospitaliers universitaires, les CHU, et il y en a pratiquement aujourd'hui 8. 3 sont en fait en réalisation. Celui de Lyon et de Dakhla, ils sont inaugurés cette année. Et donc, ce qui fait que l'infrastructure est là, mais il se trouve que nous sommes au 1/3 des standards mondiaux en matière de ressources humaines, médecins et personnel médical. Et donc, c'est pour ça que la question de la rétention de ce que nous formons comme médecins et comme ingénieurs est une question fondamentale. Il faut bien sûr leur offrir un cadre d'épanouissement, de travail décent. Il faut travailler là-dessus. Vous parliez d'État social, on parlait tout à l'heure avec M. Graoui de simplification des procédures. Justement, M. Boutaïba, il y a le FMI qui appelle à réformer la gouvernance des EEP, des entreprises et établissements publics. Quelles attentes aujourd'hui? Est-ce que cette réforme pourrait améliorer justement les choses? Oui, parce que finalement, quand ils ne sont pas réformés, on les privatise. Et c'est plus une solution parce que finalement, on a besoin de structures publiques performantes et quel que soit le secteur dont ils finalement opèrent. Et du coup, si on arrive à mieux gouverner ces structures, on peut facilement dépasser les 7%, plus bien sûr une croissance. Qu'est-ce qui se passe, abstraction faite de ça, ce qui freine en quelque sorte la croissance au Maroc, c'est quand on a une consommation nationale qui n'est pas très développée. Donc une bonne gouvernance plus une croissance nationale soutenue, finalement on peut facilement aller vers les 7 ou 8%. La demande intérieure, elle est soutenue au Maroc? Non. Là, je reviens aux méthodes de calcul. Comment on calcule cette demande intérieure? Est-ce que c'est une demande qui est déclarée ou la demande en général? Vous aviez vous-même évoqué le ressenti.
Au sens très important, parce que là, finalement, c'est comme si on a une économie qui est formelle, qui est comptabilisée, qui sur papier, et puis on a une autre économie qui, bon, comme par hasard, jusqu'à présent, il représente facilement la moitié, sinon plus. Bon, dans le secteur, c'est pratiquement les 3/4 de l'économie nationale, et tout ça, bon, fait ce qu'il y a cette demande qui n'est pas très soutenue, et puis il ne peut pas donner un taux de croissance capable d'offrir, bien sûr, une stabilité, puis par la suite créer de la valeur ajoutée par la suite. Monsieur Galaoui, vous partagez l'avis de Monsieur Boutaïba sur le marché la demande intérieure, le marché national? Moi, je crois qu'on aura toujours besoin d'une demande intérieure. Donc, la demande intérieure, en quelque sorte, elle permet de dynamiser l'économie marocaine. Vous avez plusieurs indicateurs macroéconomiques qui se basent sur la demande intérieure. C'est un indicateur prépondérant en termes de circuit économique, en termes d'activité interrégionale, et bien évidemment, la demande intérieure est très demandée pour dynamiser l'économie, pour financer l'économie, et pour que les ménages et les entreprises aussi puissent dépenser, et pour qu'il y ait surtout des flux économiques entre les différents agents. Donc la demande intérieure, elle est très demandée, mais il faut aussi qu'on reste regardant par rapport à la demande extérieure. C'est important parce qu'on est sur une globalisation des services et on dépend de plusieurs produits à l'international, parce qu'on n'a pas de l'autosatisfaction en termes de produits pétroliers, en termes de matières premières qui sont utilisées dans le circuit d'exploitation. On dépend aussi de la demande extérieure. Les matières premières dont les prix restent très volatiles. Bien sûr, et qui impactent bien évidemment l'inflation au Maroc, parce qu'au début de la crise russo-ukrainienne, on parlait d'une inflation importée. C'est une inflation qui était directement liée à la demande extérieure. Puis, l'inflation, malheureusement, elle est devenue structurelle sur les 3 dernières années. On a connu des taux assez élevés sur les périodes précédentes. Alors, j'aimerais rebondir juste sur les EEP, comme j'avais un petit peu travaillé sur un rapport là-dessus. Aujourd'hui, les entreprises, établissements publics ont besoin de gouvernance. Cela veut dire quoi? Un mode de pilotage innovant qui utilise ce qu'on appelle, dans le jargon du secteur privé, le contrôle de gestion. Pourquoi je dis ça très simplement? Parce qu'effectivement, vous avez des établissements, des entreprises publiques budgétivores qui consomment beaucoup de ressources de l'État. Et on a même ceux qui sont déficitaires et qui reçoivent du financement du budget général de l'État. Et ça alourdit les charges de l'État marocain, parce que tout simplement, ils sont sur ce qu'on appelle le chapitre des dépenses imprévues. D'accord. Et malheureusement, c'est des entreprises qui n'ont pas cette certaine gouvernance financière, parce qu'on ne pilote pas les coûts. On est sur une culture de dépenses, donc on dépense un budget de fonctionnement, on dépense des investissements sans en vérifier la rentabilité, sans voir le ROI, sans être regardant par rapport au retour sur investissement. Et on a aussi une masse salariale colossale qui est importante, avec un minimum de productivité. Il faut réduire la dépendance au transfert budgétaire de l'État. Tout à fait. Pour réduire cette dépendance, j'allais arriver à ce point, il faut travailler sur la rentabilité de l'entreprise. Une entreprise, un établissement public, qui a la possibilité de générer des recettes, doit faire du bon revenu, doit être capable de gérer son compte de résultat et par conséquent avoir une certaine rentabilité. Tout simplement, c'est quoi? C'est de permettre aux revenus de couvrir une très grosse partie des charges de fonctionnement, d'exploitation, voire d'investissement, pour bien évidemment avoir cette dépendance financière et ne pas rester dépendant vis-à-vis du budget général de l'État. Tout en garantissant une neutralité face au secteur privé. On peut parler ça de neutralité, absolument. Quand vous êtes sur cette neutralité, vous avez des recettes qui sont capables de financer vos dépenses, et donc il n'y a pas cette certaine dépendance financière vis-à-vis de l'État marocain, et donc en quelque sorte, vous devez retrouver votre autonomie financière. Au-delà de ça, il faut s'outiller d'outils de gestion, c'est important, il faut avoir des instruments. Quand on a des entreprises, établissements publics qui ne font pas d'exercice budgétaire, qui ne préparent pas les budgets, qui ne font pas du suivi budgétaire, qui n'ont pas un indicateur de mesure de la performance, qui n'ont pas de tableau de bord, qui ne font pas de la CAE, de la compta analytique d'exploitation, comment est-ce qu'on veut à ce que ces entreprises, établissements publics soient rentables, efficaces, performants, au même titre que les entreprises, établissements du secteur privé? On détecte tout simplement où est la défaillance. C'est effectivement on détecte la défaillance et on devient performant aussi. On devient performant en termes d'exercice. C'est aussi important. On va revenir maintenant aux indicateurs économiques et financiers avec vous, Monsieur Komad. Donc une inflation dont on vient de parler, qui est plus ou moins stabilisée aujourd'hui, 0,8%, donc en dessous de 1%. Est-ce que c'est dû à la politique monétaire
de la Banque centrale, qui finalement a porté ses fruits, ou un essoufflement, comme le disait M. Boutaïba, de la demande intérieure? En fait, c'est la résultante, je dirais, de plusieurs facteurs. Bien sûr, il y a la politique de la Banque centrale. Vous savez qu'à un certain moment, il y avait ce flottement au niveau du trou directeur et il y avait un arbitrage entre la maîtrise de l'inflation ou la stimulation de la croissance. Parce qu'effectivement, je dirais, un taux directeur réduit va justement dans le sens de maîtriser l'inflation. Et on a donné l'importance, je dirais, beaucoup plus à la maîtrise de l'inflation. Donc ça, je dirais, ce sont des postures de politique monétaire qui sont prônées par les banques centrales en fonction de leur environnement, de leurs priorités. Et donc je crois que c'est une initiative qui a été salutaire parce que c'est vrai, on est revenu à un taux d'inflation, je dirais, même au-delà de ce qui est espéré, parce que 0,8%. Oui. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que, je dirais, ce n'est pas un retour à l'avant-crise de Covid, parce qu'il faut toujours rappeler qu'il y avait quand même de taux d'inflation au-delà de 6% entre 2021 et 2022. Et donc, à peine, bien sûr, on essaie de stabiliser, mais sur une base d'un prix déjà élevé. Vous faites bien d'expliquer les choses parce qu'on parle de moins d'1% de taux d'inflation, mais en termes d'inflation ressentie pour les consommateurs, on a l'impression qu'il y a tout de même encore inflation. Il y a deux éléments. Tout d'abord, bien sûr, la base est élevée parce que lorsqu'en fait, il y a eu les hausses de prix entre 2021 et 2022, bon, ce sont des hausses acquises. Et puis, bien sûr, il s'agit de faire le calcul sur la base de ces prix. Donc déjà, hausses acquises. Voilà. Donc ça, c'est un fait. Le deuxième fait qui a toujours créé ce ressenti, c'est que nous sommes sur un panier divers, parce que pratiquement plus de 500 produits. Mais le citoyen, en fait, il raisonne davantage par rapport aux produits les plus sensibles, notamment les produits alimentaires. Et il se trouve que ce sont les produits alimentaires qui ont connu la plus grande hausse. Et donc, bien sûr, la hausse, le citoyen, lui, il la compare par au prix avant Covid. Bien évidemment, avant Covid, on reste toujours cher, bien que ça s'est stabilisé. Et donc, pour dire que c'est un élément favorable au niveau de notre pays, et je dirais que c'est même, en fait, un choix également de politique économique. Vous savez que le Maroc a toujours donné beaucoup d'importance aux équilibres macroéconomiques. Aujourd'hui, nous sommes revenus à un taux d'inflation qui est stabilisé. Nous avons un déficit budgétaire, je dirais même avant ce qui était prévu, parce que nous sommes à 3,5%. Et 3,5%, c'est carrément les standards, notamment de l'Union européenne. Donc il y a beaucoup de pays européens qui ont du mal à descendre en deçà de 5-6% de déficit budgétaire. L'endettement également s'est stabilisé. Bien évidemment, on s'attendait à une augmentation de la dette vu les gros investissements initiés par le pays. Et il se trouve que nous sommes aujourd'hui à 67%, alors qu'on était à 71-72%. Bien sûr, il y a des alternatives financières. En hausse aussi. Les recettes fiscales qui sont en hausse. Deux choses. Bien sûr, les recettes fiscales. Alors, les recettes fiscales nous sont passées de 199 milliards de dirhams en 2021 à aujourd'hui, nous sommes à 299. Ça veut dire 100 milliards de dirhams de plus sur 5 ans. Ça veut dire une moyenne de 20 milliards par année d'augmentation des recettes fiscales entre 2020 et 2025. Et donc, bien évidemment, c'est une bouffée d'oxygène pour l'État. Donc ça, c'est une première source de financement. Deuxième, c'est dû à une pression fiscale, avant d'aller au deuxième point, ou plutôt à une réelle efficacité de la digitalisation de l'administration? En fait, trois explications. Tout d'abord, bien sûr, il y a la modernisation des approches, adoptées par la Direction générale des impôts pour identifier les redevables d'impôts. Aujourd'hui, il y a un système d'information très sophistiqué qui permet d'identifier d'une manière objective les redevables. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est effectivement l'élargissement de l'assiette, parce que ça reste un des objectifs des assises fiscales de 2019, c'est que ce ne sont pas toujours les mêmes qui devraient payer les impôts, mais il faut élargir. Donc ça également, c'est un facteur très, très important. Et puis, bien évidemment, aujourd'hui, je dirais qu'il y a en fait toute une politique qui est
mise en place par l'État parce qu'on a un besoin de financement, mais on veut garder les ratios d'endettement à un niveau, je dirais, supportable. Supportable parce qu'il y a toujours, je dirais, cet enjeu en termes d'investissement avec les sources de financement. Donc ça, c'est par rapport à l'endettement, par rapport à la fiscalité, c'est-à-dire qu'il a permis d'augmenter les recettes fiscales et d'atténuer l'endettement. Alors, deuxième source de financement, peut-être qu'on n'en parle pas beaucoup, ce sont les OPCI. Les OPCI, ce sont des opérations de prélèvement collectif et immobilières. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les formules innovantes de financement. C'est que l'État, aujourd'hui, cède à des biens immobiliers qui lui appartiennent, moyennant une location. Et cela a permis de générer, par exemple, l'année dernière, en 2024, plus de 25 milliards de dirhams. Et donc, ce sont, je dirais, ces facteurs-là qui ont fait qu'on a investi, qu'on a créé de grands projets et qu'on a maintenu quand même les équilibres financiers à des standards qui sont supportables, même selon les normes internationales. Donc, un bilan plus ou moins positif? Alors, par rapport aux équilibres, bien sûr, en fait, j'ai évoqué tout à l'heure qu'il y a cet arbitrage entre l'effort d'équilibre macroéconomique ou peut-être de stimuler une croissance tout en tolérant des déséquilibres. Vous savez que c'est un débat. C'est un débat, je dirais, dans lequel théorique, mais également pratique. Est-ce qu'on tolère des déviations par rapport aux équilibres et de financer moyennant notamment l'endettement et d'autres nécessaires. Voilà, le Maroc a toujours privilégié en fait de respecter les équilibres fondamentaux. Bien sûr, cela lui permet l'attractivité en termes d'investissement parce qu'un pays, en fait, un investisseur, il est très regardant sur la situation financière d'un pays et la stabilité financière. D'accord. Et puis l'image. Vous savez que le Maroc, il a une très bonne image au niveau des organes de financement internationaux. Aujourd'hui, lorsque le Maroc, vous savez que nous avons des lignes ouvertes en termes de, je dirais, de précautions financières qui sont ouvertes auprès de la Banque mondiale, auprès du Fonds monétaire international, avec des conditions très favorables, parce que le Maroc a une très bonne image et il a cette très, très bonne image parce que il est à cheval sur les équilibres fondamentaux. Et donc, c'est un choix aujourd'hui qui est assumé. Bien évidemment, cela peut, je dirais, avoir un impact relativement négatif sur la croissance, parce que j'ai évoqué tout à l'heure le taux directeur, parce que lorsqu'il s'agissait de faire un arbitrage entre la maîtrise de l'inflation et la croissance, on a privilégié la maîtrise de l'inflation. Lorsqu'il s'agit, en fait, de maîtriser les équilibres fondamentaux ou d'aller vers une déviation pour justement stimuler la croissance, on a veillé sur la maîtrise des équilibres fondamentaux. Pour dire que ça, c'est un pays souverain, il doit avoir sa politique. L'essentiel, c'est d'avoir une ligne de conduite, d'avoir une feuille de route et d'assumer et de ne pas être, je dirais, tergiversant au niveau des choix et des fluctuations qui peuvent dénoter d'une certaine instabilité. Aujourd'hui, l'avantage du Maroc, c'est qu'il est stable politiquement, sécuritairement, il est stable au niveau de sa ligne de conduite. Donc aujourd'hui, il est perçu à travers le monde, que ce soit au niveau État ou au niveau des organisations internationales ou des organismes financiers, comme un pays qui a une voie claire, une stabilité à tous les niveaux, aussi bien sur le plan interne, politique, sécuritaire, mais au niveau de sa trajectoire économique et financière. Et puis j'assure cet équilibre justement économique, ce choix assumé des décisions qui sont prises. Vous l'avez dit, le déficit budgétaire qui s'est réduit, les recettes fiscales qui sont en hausse, le compte courant qui accuse, lui, une légère baisse, Monsieur Graoui, une baisse modérée, en raison justement des importations. On va revenir aussi à l'industrialisation et de on va dire cet équilibre aussi de la balance commerciale. Oui, effectivement. Donc, qui doit aussi être... On est sur ce problème depuis plusieurs années parce qu'effectivement, quand on est un pays qui a une certaine compétitivité qui est très élevée, on parvient à renverser la donne. Tout simplement, c'est quoi? C'est d'être un pays compétitif qui est capable de faire des exportations qui sont demandées à l'international, des exportations qui font partie de chaînes de valeur et qui sont demandées dans des marchés mondiaux et par conséquent de parvenir à réaliser
un excédent en termes de balance commerciale au lieu d'avoir un déficit structurant qui existe depuis plusieurs années. Bon, pour moi, en tant qu'économiste, je considère que le déficit structurel de la balance commerciale est un mauvais indicateur pour l'économie marocaine parce qu'on ne peut pas parler de taux de croissance, on ne peut pas dire qu'on maîtrise l'endettement et qu'éventuellement on maîtrise le taux de déficit budgétaire, alors qu'on est économiquement parlant, on n'est pas compétitif parce qu'on a un déficit structurel de la balance commerciale qui, en quelque sorte, entrave pas seulement notre compétitivité, mais notre sécurité alimentaire. Parce qu'on est devant une dépendance, parce que tout simplement, il y a des importations très élevées et des importations même qui touchent à notre souveraineté économique. Parce que quand on importe le blé... Malgré une industrie locale qui est plus ou moins résiliente. Une industrie locale qui est assez résiliente parce qu'on ne parvient pas encore à écouler tout ce qu'on produit sur les marchés marocains à satisfaire la demande intérieure. Et on s'adresse vers le reste du monde pour faire des importations de matières qui sont liées à la sécurité alimentaire, à la stratégie aussi industrielle et qui touchent au circuit économique. Donc on importe les produits pétroliers, on importe les produits de transformation, on importe des matières premières très importantes qui sont utilisées dans l'industrie de transformation, dans les industries lourdes, dans l'aéronautique éventuellement, et dans les autres métiers. Il y a cette chaîne de production qu'on ne maîtrise pas parfaitement. S'il te plaît, Myriam, oui, mais c'est extrêmement important. Parce que tant qu'on n'est pas un pays compétitif, qui a un excédent en termes de balance commerciale, on ne peut pas parler de pays qui sont en voie de développement. D'ailleurs, quand on voit tous les pays qui ont émergé, et aussi dans l'esprit du modèle développement, c'est de travailler cette compétitivité. Cette compétitivité, tout simplement quoi? C'est de réaliser l'équilibre en termes de balance commerciale, c'est-à-dire être un pays compétitif qui exporte plus et qui maîtrise ses importations. D'ailleurs, le ministère de l'Industrie... compétitif, justement, doit maîtriser cette chaîne de production de bout à bout, du début à la fin. Ce n'est pas tout à fait ça, si vous me permettez, pour la simple raison, parce que vous avez des importations aujourd'hui qu'on peut rationaliser. J'avais un échange dernièrement avec le ministre de l'Industrie et il m'a parlé effectivement qu'il y a des entreprises marocaines, c'est des filiales d'entreprises étrangères aujourd'hui qui ne font pas confiance aux produits marocains. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'acheter au marché local, ils importent les matières premières qu'ils utilisent dans le circuit de transformation. Donc, on ne fait pas confiance au tissu entrepreneurial marocain. Les matières premières dont les prix restent volatiles et on est dépendant également ne peut pas assurer la même qualité. C'est ça le problème. Donc, on ne peut pas assurer aujourd'hui la même qualité et on fait confiance à des entités extérieures. Concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de travailler la professionnalisation de l'entreprise marocaine pour qu'elle puisse produire des produits de qualité qu'elle peut écouler sur le marché et par conséquent renverser la donne. Au lieu qu'on importe des matières premières qui sont utilisées dans des cycles d'exploitation, on va les utiliser localement. Ça aurait un impact direct sur la compétitivité internationale, en l'occurrence la balance commerciale. Parce que ce déficit structuré de la balance commerciale, il ne nous permet pas d'émerger et de devenir un pays émergent qui fait de l'export et qui fait plus connaître le Made in Morocco. Nous avons lancé plusieurs initiatives, malgré la maîtrise du déficit budgétaire, malgré la maîtrise du taux d'endettement, mais sur le plan compétitif, on n'est pas au rendez-vous. Un deuxième point très important, quand vous avez parlé d'indicateurs économiques, la production des investissements. On parle de compétitivité, vous parlez en termes de prix ou de qualité? Alors, les deux. Moi, je parle des deux, parce que la qualité, elle est très demandée par toutes les filiales, toutes les entreprises internationales de droit privé qui opèrent sur le Maroc, et aussi le terme de compétitivité. Parce qu'effectivement, si je peux avoir le même produit avec un prix inférieur et une qualité meilleure, j'irai acheter de Chine, j'irai acheter de Turquie, j'irai acheter de l'Inde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je connais plusieurs entreprises, Rabat, Casa, Tanger, qui font ça. Parce que le prix il est plus compétitif, il est moins élevé et éventuellement vous avez une qualité qui est importante. Par rapport à la deuxième idée, je parlais de l'ICOR. C'est important parce qu'aujourd'hui, effectivement, nos investissements ne sont pas productifs. Cela veut dire quoi? Il faut investir 8 unités pour avoir un retour sur investissement d'une unité. C'est très faible comme rentabilité des investissements. Et ça touche à l'investissement public et l'investissement aussi institutionnel qui concerne les entreprises et les institutions, établissements publics. C'est important parce que tant qu'on n'a pas une rentabilité élevée des investissements, on ne peut pas s'inscrire sur des taux de croissance très élevés. Le NMD parlait au minimum de réaliser 7% de croissance. Pour générer des postes d'emploi éventuellement, il faut qu'on ait un ICOR qui est maîtrisable et par conséquent, avoir un retour sur investissement qui est plus important, tout simplement pour pouvoir créer des postes d'emploi.
Je l'ai dit au début d'intervention, parce que au moment où on parvenait à créer 25 000 postes d'emploi par an, on a un ICOR qui est très élevé, donc nos investissements ne sont pas productifs et par conséquent, on se dirige vers moins de création de postes d'emploi. Parce que l'investissement qui est réalisé aujourd'hui est un investissement qui n'est pas rentable. Je comprends qu'on devait le faire les années 80, les années 90, pour la simple raison, nos investissements étaient des investissements en infrastructure, mais malheureusement, cette logique d'investissement en infrastructure, elle est devenue une règle. Parce que même aujourd'hui, on investit, mais pas dans des infrastructures de routes, de tunnels, de ponts. On investit dans ce que j'appelle personnellement, moi, les investissements en infrastructures industrielles. Autrement dit, on crée des parcs industriels. Et génératrices de revenus. Qui génèrent de revenus, qui créent des entités de production, mais qui ne créent pas de l'emploi. Qui ne créent pas de l'emploi et qu'on investit en infrastructure. Mais qui restent tout de même nécessaires. Ce sont des investissements pour être plus précis, c'est des zones de production qui servent beaucoup plus les GME. Il faut qu'on fasse très attention parce que ça ne permet pas de faire émerger les petites et moyennes entreprises. Ils sont exclus de ces circuits. C'est des infrastructures qui concernent les grandes et moyennes entreprises, les grands établissements publics, les pétroliers, l'OCP, etc. Il faut qu'on fasse très attention. Donc le tissu entrepreneurial marocain il est exclu de la chaîne, de 1. De 2, ça ne permet pas de créer de l'emploi dans la catégorie des jeunes et des femmes. D'où l'importance de cet équilibre global financier qui doit être maintenu et assuré. Monsieur Boutaïba, le mot de la fin concernant les perspectives économiques, justement, d'ici 2030. Les perspectives, elles restent positives, quoique finalement j'aimerais rebondir sur la compétitivité. On a 3 types de compétitivité, prix, coût et puis structurel. Prix, on n'est pas compétitif. Coût, non plus. Si on se compare à des pays comme la Chine et la Turquie. Et structurel, c'est bon, c'est l'aptitude d'innover. Et là, on peut innover. Et pour innover, il faut créer une sorte de... D'ailleurs, c'est pour cela qu'on revient toujours à la PME-PMI, parce qu'il y a cette proximité et au niveau de création d'emplois et au niveau de la vente, de la production. On n'a pas, jusqu'à présent, parvenu à créer des marques de quartier. Quelques petites marques pour moins de logistique, moins de frais de distribution. Là, tout ce qu'on consomme au Maroc, c'est de Tanger à Alguera, c'est le même produit. Ça veut dire qu'on a une poignée d'entreprises qui fabriquent pour 40 millions, même pour l'exportation. Et cette compétitivité, d'ailleurs, il faut revenir au nouveau plan de développement, ce qu'on appelle aujourd'hui communément la réussite du projet de l'État social, qui fait à ce que chacun d'entre nous doit avoir la possibilité de créer de la valeur. Et la création, sans création de la valeur de façon individuelle et petite structure, petite cellule, on ne peut pas se développer. D'ailleurs, même au niveau des perspectives de Fonds monétaire international, au niveau de tout ce qui est fondamentaux, il n'y a pas de problème, pas uniquement aujourd'hui, c'est depuis pratiquement 1983. C'est le seul contact un peu négatif avec le Fonds monétaire. Depuis, finalement, on est un élève modèle. On respecte pratiquement tous les engagements. D'ailleurs, on a pratiquement le double de ce qu'on demande. Au niveau des lignes de crédit, on a un taux d'inflation qui est très correct par rapport à la région et MENA et même par rapport à ce qui se passe au niveau de nos voisins de l'Europe du Sud. Et on a un taux de croissance qui avoisine les 5% et ils n'ont pas compté les dernières précipitations parce que, à l'exception du rare, mais les dernières pluies, ils vont donner de l'importance à un taux de croissance surtout pour le secteur agricole. Et chez nous, quand le secteur agricole progresse, finalement, il tire la consommation nationale, il tire pratiquement toute l'économie vers un taux de croissance. Je pense qu'on va dépasser facilement les 5,5% en 2026. Et je vous remercie. On reste sur cette note positive. Des perspectives justement très positives. Merci à vous. Ali Boutaïba, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci à vous également, Monsieur Abdeltef Komat. Vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour votre analyse et votre décryptage de la situation. Et puis, merci à vous également, Yousef Graoui Filali. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'était un réel plaisir. Fin de question d'actu pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.